Ce ne sont pas les plus intelligents qui deviennent puissants, mais ceux qui savent garder le secret. Depuis des siècles, l'humanité regarde les élites avec fascination, crainte, parfois admiration, mais surtout avec un profond mystère. Pourquoi certains naissent-ils déjà au sommet, tandis que d'autres, malgré leur intelligence, leur travail ou leur bonté, ne franchissent jamais cette barrière invisible qui sépare eux du reste du monde? Et si je te disais que cette barrière n'a rien à voir avec la chance? Que ce que nous appelons succès, destin ou pouvoir est en réalité une transmission soigneusement gardée, orchestrée, presque rituelle. Ce récit n'est pas une théorie. C'est une plongée dans les coulisses du monde caché, là où l'argent, la lignée et la connaissance se croisent pour former une seule et même chose, l'élite. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras enfin pourquoi les puissants ne deviennent pas puissants. Ils le sont déjà, avant même de naître. Prépare-toi à découvrir le secret que personne ne t'a jamais dit, celui qui relie les dynasties royales aux magnats modernes, les familles bancaires du 19e siècle aux multinationales d'aujourd'hui. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste bien jusqu'à la fin, car rien de ce que tu vas entendre ici ne te laissera indemne. Celui qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Celui qui contrôle le présent, contrôle le passé. George Orwell. Pendant que la plupart des gens regardent les présidents, les stars et les milliardaires comme les visages du pouvoir, le véritable pouvoir, lui, reste invisible. Ce pouvoir ne s'affiche pas. Il ne parle pas dans les médias. Il se transmet en silence, d'une génération à l'autre. Et pour comprendre comment les élites sont devenues élites, il faut remonter très loin, bien avant les banques, bien avant les empires modernes. Il faut revenir au moment précis où l'humanité a été divisée entre ceux qui savent et ceux qui obéissent. Tout commence à Sumer, environ 4500 ans avant notre ère. Dans les plaines fertiles entre le Tigre et l'Euphrate, naît la première grande civilisation humaine connue. Mais ce que les tablettes d'argile sumériennes nous révèlent est bien plus qu'une simple organisation politique. Elle montre déjà une hiérarchie spirituelle et intellectuelle. Les scribes, prêtres et astronomes formaient alors une caste à part. Ils étaient les premiers à savoir lire et écrire, à comprendre le mouvement des étoiles, à interpréter les signes du ciel. Et c'est là que tout commence. Le savoir devient pouvoir. Tandis que le peuple labourait les champs, les prêtres observèrent le ciel et parlaient au nom des dieux. Ils savaient prédire les crues, prévoir les saisons, et donc décider du destin des autres. Le peuple, croyant à la magie, obéissait sans discuter. C'est ainsi que naquit la première élite du monde. Non pas une élite d'argent, mais une élite de connaissances et de secrets. Ils ont compris très tôt que celui qui détient le savoir peut créer des lois, manipuler la peur, et régner sans jamais lever une arme. Lorsque Sumer s'éteint, ce savoir sacré ne disparaît pas. Il migre vers Babylone, vers l'Égypte, et plus tard vers la Grèce. À Babylone, les prêtres astrologues observent le ciel depuis des tours immenses. Ils y lisent les signes des dieux, mais ce qu'ils font réellement, c'est observer le temps et le comportement humain. Ils comprennent les cycles, les révoltes, les crises. Et ils les prévoient, parfois même, les provoquent. En Égypte, le savoir devient encore plus codé. Les pharaons, considérés comme des dieux vivants, sont entourés de prêtres initiés. Ces hommes connaissent les mathématiques, la médecine, la géométrie sacrée et les secrets des étoiles. Ils bâtissent des pyramides non seulement pour honorer les morts, mais aussi pour encoder un savoir cosmique, un message destiné à ceux qui sauraient, un jour, le comprendre. Les prêtres égyptiens croyaient que le monde visible n'était qu'un miroir du monde caché. Ceux qui maîtrisent les lois de ce monde invisible, les lois des énergies, des cycles et des symboles, peuvent régner sur le monde matériel. C'est ainsi que se crée la première forme de contrôle spirituel, celle qui allait inspirer toutes les élites futures. Car pour garder le pouvoir, il faut deux choses. Garder le savoir dans un cercle restreint. Faire croire au peuple qu'il est libre. Et ce principe n'a jamais changé. Quand l'Empire romain s'effondre,
un nouveau monde s'installe. Les temples laissent place aux églises. Les prêtres deviennent les représentants de Dieu sur terre. Mais dans les coulisses, ce sont les mêmes dynamiques qui se rejouent. Les grands ordres religieux, comme les Templiers, puis plus tard les Jésuites, accumulent non seulement des terres, mais aussi des connaissances interdites. Ils découvrent la puissance de la monnaie, de la dette et du contrôle spirituel. Les Templiers, par exemple, inventent le premier système bancaire international. Les rois déposent leur or dans un temple et peuvent le retirer dans un autre, à des milliers de kilomètres. Mais un jour, le roi Philippe le Bel, criblé de dettes, décide de détruire cet ordre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les Templiers avaient déjà transféré leur savoir ailleurs, vers d'autres familles, d'autres loges, d'autres sociétés secrètes. Ce savoir devint alors le cœur d'un nouveau pouvoir, le contrôle de la richesse, du crédit et des nations. Les familles qui héritèrent de ce savoir fondèrent les premières grandes dynasties bancaires, les Médicis en Italie, les Fugger en Allemagne, puis plus tard les Rothschild en Europe. Ces familles comprirent que le pouvoir politique n'est de rien sans le pouvoir économique, et que celui qui contrôle la monnaie contrôle les rois, les guerres et les peuples. Ainsi, les élites changèrent de visage, mais pas d'objectif, maîtriser les leviers invisibles de la société. La religion avait permis de dominer les âmes. La banque allait permettre de dominer les corps. À partir du XVIIIe siècle, de nouvelles loges voient le jour. Les francs-maçons, les illuminés de Bavière, les rosicruciens. Derrière leurs symboles, leurs rituels et leurs serments se cache toujours la même idée: transmettre un savoir interdit réservé à une minorité. Ces sociétés sont les héritières directes des anciens prêtres et des banquiers sacrés. Elles codent leurs enseignements dans des symboles: le compas, la pyramide, l'œil, le chiffre 33, des symboles que l'on retrouve aujourd'hui sur les billets de banque, les bâtiments officiels et même dans les logos de multinationales. Pourquoi? Parce que ces symboles ne sont pas décoratifs, ils vibrent. Ils rappellent à ceux qui savent où se trouve le vrai pouvoir. Peu à peu, un réseau mondial se forme. Un réseau où se croisent aristocrates, financiers, scientifiques et chefs religieux. Tous ont un but commun: contrôler la direction du monde sans jamais en avoir l'air. Ils financent les guerres, placent les rois, soutiennent les révolutions quand elles servent leurs intérêts. Et chaque fois qu'une dynastie s'effondre, une autre prend sa place, avec le même sang, la même idéologie, la même promesse. Tu seras du côté de ceux qui dirigent, non de ceux qui obéissent. La clé du pouvoir pour les élites n'est pas seulement la richesse, mais la lignée. Derrière les noms connus se cachent des arbres généalogiques intriqués. Les grandes familles européennes, américaines et moyen-orientales sont souvent liées entre elles, parfois depuis des siècles. Mariages arrangés, alliances financières, pactes discrets. Tout cela a un but: conserver la pureté du pouvoir. Les alliances ne sont jamais le fruit du hasard. Elles garantissent que la connaissance, l'accès aux ressources et les positions de contrôle restent entre les mains de quelques-uns. Même aujourd'hui, certaines lignées possèdent plus que des empires économiques. Elles possèdent les leviers d'influence sur les médias, la politique, la technologie et même les croyances populaires. C'est ainsi que le monde moderne, malgré son apparente liberté, est toujours dirigé par une poignée de familles, descendantes directes de ceux qui, il y a des millénaires, avaient déjà compris comment manipuler la foi et la peur. Le plus grand triomphe de ces élites n'a pas été d'amasser des richesses. Leur plus grande victoire, c'est d'avoir créé l'illusion du choix. Aujourd'hui, on croit être libre parce qu'on peut voter, travailler, consommer, voyager. Mais tout est déjà pensé, calculé, orienté. Les élites modernes ne dominent plus par l'épée ou la couronne. Elles dominent par les flux d'informations, les algorithmes et les marchés financiers. Ce pouvoir est si bien dissimulé que la plupart ne le voient même plus. On croit encore que les présidents gouvernent alors qu'ils ne sont que des acteurs d'un scénario écrit ailleurs. Un scénario qui, depuis Sumer jusqu'à Wall Street, raconte toujours la même histoire. Le monde appartient à ceux qui savent garder le secret. Ceux qui contrôlent la monnaie contrôlent le monde. Ceux qui contrôlent le savoir façonnent les dieux.
citation anonyme, retrouvée dans les notes d'un membre de la famille Rothschild. Pendant que la majorité de la population se battait pour survivre, une poignée d'hommes construisait patiemment les fondations du monde moderne. Ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation, les marchés, ou même la technologie, n'est pas né par hasard. Ce sont les outils d'un plan ancien, perfectionné à travers les âges. Dans cette deuxième partie, tu vas comprendre comment le pouvoir sacré des anciens prêtres est devenu le pouvoir froid des dynasties financières, comment ces familles ont bâti des empires invisibles, et surtout, comment elles continuent aujourd'hui à façonner nos pensées, nos choix et même nos croyances sans jamais apparaître à l'écran. Au tournant du XVIIIe siècle, un changement subtil mais colossal se produit. Les rois, jadis tout-puissants, commencent à dépendre d'un nouvel acteur, le banquier. Les guerres napoléoniennes, la révolution industrielle, puis les deux grandes guerres du XXe siècle ne sont pas seulement des conflits politiques, ce sont des réorganisations du pouvoir mondial, planifiées, financées et orchestrées par des intérêts qui dépassèrent les frontières. Prenons un exemple concret, la famille Rothschild. En moins d'un siècle, cette dynastie juive allemande, partie de Francfort, tisse une toile financière sur toute l'Europe. Londres, Paris, Vienne, Naples. Chaque frère contrôle une branche de la banque familiale et tous échangent des informations secrètes par des messagers codés, rapides et fiables, bien avant l'invention du télégraphe. Résultat, ils savaient avant tout le monde qui gagnait les batailles, qui tombait, qui empruntait. Et dans un monde où l'information est pouvoir, ils deviennent les maîtres invisibles des rois. Lorsque les trônes tombent, les banques restent debout. Et quand les nations se relèvent, ce sont encore eux qui financent leur reconstruction. Avec intérêt. Mais ce que peu de gens savent, c'est que les Rothschild n'étaient donc pas seuls. Autour d'eux, d'autres familles émergent. Les Rockefeller en Amérique, les Morgan, les Warburg, les Vanderbilt, les Carnegie. Toutes liées, d'une manière ou d'une autre, par le mariage, la finance ou l'idéologie. Ensemble, ils forment la nouvelle aristocratie du monde moderne, une élite sans couronne, mais plus puissante que toutes les monarchies réunies. Mais le secret de ces dynasties ne repose pas seulement sur l'argent. Elles ont compris que le monde allait changer, et que la vraie richesse du futur serait la connaissance. C'est ainsi qu'au XIXe siècle, elles investissent massivement dans la science, les universités et la recherche. Pas pour éclairer l'humanité, mais pour contrôler les directions du savoir. John D. Rockefeller, par exemple, fonde en 1913 la Rockefeller Foundation. Officiellement, elle soutient la médecine et l'éducation. Officieusement, elle redéfinit la science médicale mondiale. La médecine naturelle, celle des plantes et de l'équilibre du corps, est discréditée, bannie des écoles. À sa place s'impose une médecine chimique, industrielle, basée sur les produits dérivés du pétrole, que Rockefeller contrôle. Le même principe se reproduit ailleurs. Les grandes universités deviennent les temples modernes du savoir contrôlé. Les instituts de recherche sont financés par les mêmes fondations. Les scientifiques les plus brillants sont achetés, sponsorisés ou écartés. C'est ainsi que le savoir ancien, celui des cycles, de l'énergie, du cosmos, du corps humain, est remplacé par une science matérialiste, contrôlable, profitable et surtout orientée vers la dépendance. L'élite a compris une chose essentielle. Si tu veux garder le pouvoir, ne cache pas la vérité, reformule-la. Ils ne détruisent pas le savoir, ils le redéfinissent. Et en le redéfinissant, ils en deviennent les gardiens modernes. Le XXe siècle marque une nouvelle ère, celle de la structuration du pouvoir mondial. Les guerres ont ruiné les nations, mais enrichi les banquiers. Il fallait désormais un système pour contrôler la planète sans avoir besoin d'envahir les territoires. Ce système, ils vont l'inventer. Les institutions internationales. La Banque mondiale, le FMI, les Nations unies, puis plus tard l'Union européenne, ne sont pas nées d'un idéal de paix. Elles sont le fruit d'un projet visant à centraliser la décision mondiale dans les mains d'un petit groupe d'acteurs économiques. Les conférences de Bretton Woods, 1944, et de San Francisco, 1945, marquent le basculement. Les élites financières imposent le dollar comme monnaie mondiale et créent un réseau de dépendance économique globale.
le monde devient une gigantesque toile d'araignée. Chaque nation dépend du crédit. Chaque crédit dépend d'une banque centrale. Chaque banque centrale dépend d'un petit cercle d'investisseurs privés. Mais le plus fascinant, c'est que ce contrôle s'est fait sans armes. Le contrôle ne passe plus par la force, mais par la dette. Et la dette, c'est une laisse invisible. Elle enchaîne les pays, les entreprises, les individus. Fait croire à un homme qu'il est libre, tout en le rendant dépendant, et il te servira pour toujours. Avec l'économie sous contrôle, il restait une dernière pièce à maîtriser, l'esprit humain. Car un peuple éveillé se révolte. Un peuple distrait, lui, consomme. Dans les années 1920, Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, met au point une arme invisible, la propagande moderne. Il découvre que les foules ne réagissent pas à la logique, mais aux émotions, et que si on contrôle les images, les mots et les symboles, on contrôle les comportements. Les élites comprennent immédiatement la puissance de cette découverte. Elles s'en servent pour influencer les masses. La publicité façonne le désir. Les médias contrôlent la narration. Le cinéma modèle l'imaginaire collectif. Le rêve américain, les idéaux de liberté, même les modes et les tendances. Tout cela n'est pas né spontanément. Ce sont des créations psychologiques, destinées à maintenir un équilibre. Assez de liberté pour éviter la révolte, assez de contrôle pour maintenir l'ordre. Et aujourd'hui, cette ingénierie mentale est perfectionnée par les réseaux sociaux, les algorithmes et les données personnelles. Les élites n'ont plus besoin d'espions. Elles ont des profils. Elles n'ont plus besoin de censure. Elles ont le buzz. Et le plus ironique, c'est nous-mêmes qui leur donnons chaque jour nos pensées, nos émotions et nos habitudes, gratuitement. À partir des années 1980, le pouvoir change de forme. Les banques passent le relais à la technologie et à l'énergie. Les Rockefeller, les Morgan et les Rothschild se réinventent. Ils investissent dans les grandes entreprises pétrolières, puis dans les géants du numérique, Google, Microsoft, Facebook, Amazon. Le but n'a pas changé, contrôler les ressources vitales. Hier, c'était l'or et le pétrole. Aujourd'hui, ce sont les données et l'énergie. Ce que peu de gens réalisent, c'est que la donnée est le nouveau pétrole. Et ceux qui la possèdent contrôlent l'avenir. Les multinationales modernes, bien que dirigées par des PDG charismatiques, sont souvent liées à des fonds d'investissement opaques, BlackRock, Vanguard, State Street. Derrière ces noms se cache le même modèle qu'autrefois. Des conseils d'administration interconnectés, des actions croisées et une concentration de pouvoir entre les mains d'une élite financière planétaire. Ils peuvent faire tomber une entreprise, manipuler une monnaie ou orienter les décisions d'un gouvernement, sans jamais apparaître publiquement. Leur force, c'est la discrétion. Leur arme, c'est la complexité. Et leur terrain, c'est l'économie globale. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Derrière cette façade économique, il existe une philosophie, transmise depuis les temples antiques jusqu'aux universités modernes. L'ordre naît du chaos. Ordo ab chao. Cette maxime, gravée sur les sceaux maçonniques, signifie que le désordre contrôlé permet la reconstruction du monde selon un plan. Chaque crise, chaque guerre, chaque effondrement économique n'est pas seulement un accident de l'histoire. C'est une opportunité soigneusement utilisée pour renforcer la centralisation du pouvoir. Le krach de 1929, les guerres mondiales, la crise pétrolière, les attentats, les pandémies, toutes ces catastrophes ont eu un effet commun. Elles ont fait grandir le pouvoir des institutions globales au détriment de la souveraineté des peuples. Les élites appellent cela la gouvernance mondiale. Mais en vérité, c'est une forme moderne de royauté invisible. Une royauté qui n'a pas besoin de couronne, car elle contrôle les couronnes elles-mêmes. Aujourd'hui, le monde est à un tournant. Jamais le pouvoir n'a été aussi centralisé, mais jamais non plus il n'a été aussi vulnérable. Car pour la première fois de l'histoire, le savoir s'est démocratisé. L'Internet a percé la carapace du secret. Les archives s'ouvrent, les langues se traduisent, les informations circulent. Le contrôle absolu devient plus difficile. Et les élites le savent. C'est pourquoi elles investissent dans l'intelligence artificielle, la surveillance biométrique et le contrôle de l'énergie. Non pas pour protéger l'humanité,
mais pour anticiper chaque mouvement du peuple avant même qu'il ne le fasse. Elles cherchent à créer un monde où le hasard n'existe plus, où tout est prévisible, mesurable, calculable. Un monde parfait pour ceux qui contrôlent les algorithmes, mais infernal pour ceux qui vivent à l'intérieur. Tu ne posséderas plus rien et tu seras heureux. Klaus Schwab, Forum économique mondial, 2020. Depuis les temples sumériens jusqu'au tour de verre de Wall Street, le pouvoir a toujours changé de visage, mais jamais de nature. Mais aujourd'hui, nous vivons le moment le plus critique de cette longue évolution. Celui où l'élite ne se contente plus de contrôler le monde. Elle veut le réinitialiser. Et cette grande réinitialisation, annoncée publiquement en 2020, n'est pas une simple théorie économique. C'est le point culminant d'un plan séculaire, né des bancs des dynasties financières, nourri par les révolutions industrielles et aujourd'hui transformé en projet de reprogrammation globale. Reprogrammer les économies, les technologies, les valeurs et même l'être humain. Chaque grande transformation a besoin d'un choc. Depuis toujours, les crises servent de tremplin pour imposer ce que les peuples n'auraient jamais accepté en temps normal. Dans les années 1930, ce fut la crise économique qui permit la montée des banques centrales et des régimes autoritaires. Dans les années 2000, ce furent les attentats qui ouvrirent la voie à la surveillance mondiale. Et en 2020, une crise sanitaire mondiale a servi de déclencheur à un nouveau paradigme global. Le monde entier s'est arrêté. Les gouvernements ont fermé les frontières, les marchés se sont effondrés, la peur a envahi chaque foyer. Et pendant que les peuples attendaient des réponses, une poignée d'hommes rédigeait l'avenir. Le Forum économique mondial, fondé par Klaus Schwab, annonce alors officiellement « Il est temps de réinitialiser le monde ». Ce n'était pas un slogan. C'était une déclaration d'intention. La promesse d'un monde plus juste, plus vert, plus égalitaire. Mais derrière ces mots séduisants se cache une autre réalité. La centralisation totale du contrôle mondial. Pour comprendre la grande réinitialisation, il faut la voir comme une architecture sociale, pas une simple réforme. L'idée est simple, détruire les structures obsolètes, économie, emploi, souveraineté nationale. Les remplacer par un nouveau modèle entièrement numérisé et contrôlable. Tout doit être restructuré. L'économie via les monnaies numériques et la fin de l'argent liquide. Le travail via l'automatisation et le contrôle des ressources. La propriété remplacée par la location universelle. La vie privée remplacée par la traçabilité intégrale. Tu ne posséderas plus rien et tu seras heureux. Cette phrase, présentée comme une vision utopique, est en réalité un aveu de dépossession planifiée. Dans ce futur, tout sera à la fois collectif et centralisé. Les individus ne seront plus propriétaires de leur maison, de leurs véhicules ou de leurs données. Tout appartiendra à une structure supérieure, l'État global corporatisé, dirigé par une alliance entre gouvernements et multinationales. Et cette alliance, c'est le nouveau visage des élites. Mais qui pilote vraiment ce plan? Ce ne sont pas des politiciens. Ce sont les héritiers des anciennes dynasties, recyclés dans les structures modernes du pouvoir global. Parmi eux, les familles financières historiques, toujours présentes à travers les fonds d'investissement mondiaux, BlackRock, Vanguard, State Street. Les fondations privées, Rockefeller Foundation, Gates Foundation, Open Society. Les organisations supranationales, ONU, FMI, OMS, Forum économique mondial. Ces entités fonctionnent comme un réseau interconnecté. Leurs dirigeants se réunissent dans des sommets confidentiels où se décident les grandes orientations du monde. Le climat, la santé, l'économie, l'énergie, la technologie. Et tout converge vers un seul mot, contrôle. Les peuples croient que les décisions viennent d'en haut, mais en réalité, en haut n'est qu'un mirage. Le vrai sommet de la pyramide est composé de ceux qui financent la structure elle-même. Et ces familles-là ne se présentent jamais. Elles n'ont pas besoin de caméras, car elles détiennent déjà la réalité. Le nouveau système économique promu par la grande réinitialisation repose sur une idée fascinante, mais terriblement dangereuse, le capitalisme de surveillance. Il ne s'agit plus de vendre des produits, mais de vendre des comportements. Ton temps d'attention,
tes émotions, ton engagement deviennent des monnaies. Les multinationales, grâce à l'IA, aux données biométriques et aux objets connectés, savent tout de toi. Tes goûts, tes peurs, ton rythme cardiaque, ta manière de respirer quand tu mens. Et ce pouvoir de savoir est une forme d'esclavage moderne. Un esclavage doux, invisible, où l'homme croit choisir, alors qu'il ne fait que réagir à des stimuli programmés. La consommation devient la nouvelle religion, et la donnée, le nouvel encens offert aux dieux du numérique. Mais ce système n'est pas accidentel. Il a été construit pour remplacer la liberté par le confort. Donne au peuple du pain, des écrans et une illusion de liberté, et il n'aura jamais besoin de chaînes. Pour légitimer cette transition, il fallait une idéologie, quelque chose de noble, d'universel, qui justifie la réinitialisation. Cette idéologie, c'est l'écologie mondiale. Attention, il ne s'agit pas ici de nier l'importance de protéger la planète, mais il faut comprendre comment ce discours est utilisé. Les élites ont transformé la peur climatique en un outil de contrôle. Sous couvert de sauver la Terre, elles instaurent des taxes globales, des restrictions énergétiques, des quotas de consommation et un contrôle accru sur les déplacements et la production. Chaque geste, chaque achat, chaque émission de carbone pourra être mesuré, noté et pénalisé. C'est la naissance du crédit social écologique, une extension de la surveillance au nom du bien. Le rêve d'un monde durable devient ainsi le prétexte d'un monde dirigé. Car plus une cause semble noble, plus il est facile d'y cacher une intention de pouvoir. Mais la réinitialisation ne s'arrête pas là. Les élites ne veulent pas seulement remodeler le système, elles veulent remodeler l'humain lui-même. L'homme ancien, celui de chair et d'instinct, est considéré comme imparfait, inefficace, trop émotionnel. Leur rêve, le remplacer par l'homme augmenté, connecté, surveillé, corrigé. Les projets de fusion homme-machine, Neuralink, implants, biotechnologie, ne sont que les premiers pas. Le corps devient une plateforme, le cerveau un réseau. Et à travers cette fusion, le contrôle devient total, jusqu'à l'intérieur même de la conscience. Ce que les anciennes religions appelaient l'âme devient un code à décoder, à optimiser. Le libre arbitre devient une variable ajustable. Et derrière cette promesse de progrès se cache le dernier tabou du pouvoir, celui de créer un homme sans mémoire du passé, sans ancrage, sans racines, un homme parfait pour le nouvel ordre numérique. Pour que ce nouveau monde soit accepté, il faut d'abord effacer l'ancien. C'est ce que les élites appellent l'effacement culturel. Regarde bien, les traditions disparaissent, les symboles anciens sont ridiculisés, l'histoire est réécrite. La famille devient un concept flexible et la spiritualité se transforme en divertissement. Ce n'est pas un hasard, c'est une méthode. Car pour réinitialiser un être, il faut d'abord effacer sa mémoire. Un peuple sans mémoire n'a plus de repères, et un peuple sans repères se laisse guider. Dans ce monde qui vient, tout sera relatif, flou, numérique, même la vérité. Dans le futur, la vérité ne sera plus ce qui est vrai, mais ce qui est validé par l'algorithme. Mais malgré cette puissance, des fissures apparaissent. Car l'histoire a toujours eu une constante. À chaque fois qu'un pouvoir devient trop total, il finit par se détruire lui-même. Les élites d'aujourd'hui jouent avec le feu. En cherchant à contrôler le monde entier, elles provoquent l'éveil de ceux qui refusent de dormir. De nouvelles consciences émergent, de nouveaux médias indépendants naissent, de nouvelles formes de spiritualité reconnectent les gens à leur essence. Ce que ces familles craignent plus que tout, c'est le réveil collectif. Car un peuple qui comprend le jeu n'y joue plus. Et cette compréhension, cette connexion, commence à se propager. D'abord lentement, puis comme une onde. Chaque être humain qui retrouve son discernement, sa mémoire et sa lumière intérieure devient une faille dans la matrice. Et ces failles s'élargissent. Elles annoncent le grand tournant. Celui où le pouvoir caché devra enfin se montrer, ou s'effondrer. La grande réinitialisation n'est pas seulement un projet politique ou économique. C'est une guerre spirituelle entre deux visions du monde. Celle d'un monde contrôlé, numérisé, sans âme, et celle d'une humanité libre, consciente, connectée à la nature et à la vérité.
Les élites pensent façonner l'avenir, mais elles ignorent que le savoir qu'elles ont voulu monopoliser se répand, que la lumière qu'elles ont tenté d'étouffer jaillit à travers les fissures de leur propre système. Car le pouvoir ultime n'a jamais été celui de posséder le monde, mais celui de se posséder soi-même. Ce n'est pas le pouvoir qu'ils possèdent, c'est la perception du pouvoir qu'ils ont créé. Depuis les débuts de la finance moderne, un mécanisme d'une précision terrifiante a été mis en place. Le contrôle par l'illusion. Ce n'est plus une monarchie, ce n'est plus une dictature. C'est un empire invisible, où les chaînes ne sont pas faites de fer, mais d'habitude, de besoins et d'écran. Bienvenue dans le dernier acte du récit. Le moment où l'élite a transformé le monde en un théâtre parfait. Tout a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Les guerres n'avaient plus besoin de chars ni de fusils. Elles avaient besoin de médias, de propagande, de désirs programmés. Les familles bancaires, les magnates de l'énergie et les nouveaux géants de la technologie ont compris une chose essentielle. Contrôler l'opinion, c'est contrôler la réalité. Les Rockefeller, les Rothschild, les Morgan, tous avaient appris des anciens. La peur et le besoin sont les deux leviers les plus puissants pour modeler l'humanité. Ainsi est née la guerre silencieuse. Celle qui ne tue pas les corps, mais programme les esprits. Les médias, les écoles, les divertissements, la publicité, tout a été calibré pour créer un monde où l'illusion du choix remplace la liberté véritable. On te dit que tu es libre, mais toutes les options tendent vers la même direction. La consommation, la dépendance, la servitude moderne. Et c'est là le génie du système. L'élite ne t'impose rien. Elle te fait désirer ta propre cage. La plupart des gens croient encore que leur président, leur ministre ou leur député décident de l'avenir du monde. Mais les vrais architectes du pouvoir ne se présentent pas aux élections. Ils ne parlent pas aux caméras. Ils financent les deux camps et observent. L'argent, autrefois un simple outil d'échange, est devenu le langage du contrôle, et ceux qui le créent, le distribuent et le manipulent, dirigent tout. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je me moque de qui fait ses lois. Mayer Amschel Rothschild, XVIIIe siècle. Cette phrase n'était pas une métaphore, c'était une promesse. À travers la Réserve fédérale, la Banque mondiale, le FMI et les banques centrales interconnectées, un réseau s'est tissé. Un réseau qui transcende les nations, les idéologies, les religions. Chaque pays endetté devient une marionnette, chaque dette un fil tiré. Et les marionnettistes? Toujours les mêmes lignées, dissimulées derrière des structures d'actionnaires, des trusts et des fondations caritatives. L'élite ne gouverne pas, elle possède. Les gouvernements ne dirigent pas, ils gèrent. Mais ce qui distingue réellement les élites du reste du monde, ce n'est pas seulement la richesse, c'est la conscience de leur propre héritage. Depuis des millénaires, les grandes familles ne se marient pas par amour, mais par stratégie. Leur objectif, préserver la pureté du pouvoir. C'est une forme de darwinisme social à grande échelle. Chaque union, chaque héritier, chaque fondation vise à perpétuer un même idéal. Nous sommes nés pour régner, pas pour servir. Et pour maintenir cette idéologie vivante, elles se sont entourées de symboles. Des logos, des armoiries, des initiales, des dates précises. Tout porte un message caché. Regarde les logos des grandes entreprises, les sceaux des universités d'élite, les symboles gravés sur les billets de banque. Partout, l'œil, la pyramide, le soleil, le serpent. Ce ne sont pas de simples décorations, ce sont des rappels, des marques de continuité, des signatures d'un pacte ancien. Ces symboles remontent à Sumer, à Babylone, à l'Égypte antique. Ils rappellent à ceux qui savent lire qu'il existe une continuité entre les dieux d'hier et les maîtres d'aujourd'hui. Les temples sont devenus des banques, les prêtres, des économistes. Et les sacrifices se font en silence, dans les chiffres, les crises et les guerres orchestrées. Le plus grand triomphe des élites, c'est d'avoir compris comment faire aimer la servitude. Dans les années 1950, un homme du nom d'Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, a mis au point l'arme la plus puissante de l'ère moderne, la manipulation des masses par le désir. Grâce à lui, la publicité est devenue une science,
La psychologie, un outil politique. Les gens ne choisissent plus selon leurs besoins, mais selon ce qu'ils veulent ressentir. Et à partir de là, tout a basculé. Les élites n'ont plus eu besoin d'imposer quoi que ce soit. Il suffisait de fabriquer le rêve. Les masses se chargèrent du reste. Télévision, cinéma, réseaux sociaux, tout participe à la grande mise en scène du monde. Pendant qu'on t'offre des distractions, des scandales, des divertissements, les véritables décisions, celles qui façonnent l'avenir de la planète, se prennent dans des salons fermés, loin des caméras. Aujourd'hui, certains pensent encore que tout cela n'est qu'une coïncidence. Mais il existe des indices visibles pour ceux qui savent regarder. Les réunions secrètes du Bilderberg Group, les réseaux privés comme Bohemian Grove, les cercles d'influence de Davos, ou les sociétés de recherche philanthropiques où se croisent les héritiers des vieilles lignées et les nouveaux maîtres du numérique. Tout cela forme une architecture invisible. Un temple sans mur où l'idéologie commune est simple. Contrôler le futur par le savoir, l'argent et la technologie. Certains membres de ces cercles n'ont jamais été élus, mais leur signature peut faire chuter une économie. Leur opinion peut orienter une guerre, et leur silence peut couvrir un scandale planétaire. Ils sont les gardiens du voile. Et tant que le monde regardera ailleurs, ils continueront à tisser la toile. Tu crois choisir ton métier, ton téléphone, tes opinions. Mais chaque choix que tu fais a été anticipé, modélisé, influencé. Les algorithmes, les réseaux, les systèmes de crédit social et de surveillance, tout converge vers un but, quantifier ton existence. L'élite moderne ne cherche plus seulement à contrôler les richesses. Elle veut contrôler la conscience. Chaque clic, chaque mot, chaque émotion devient une donnée. Et ces données sont l'or du XXIe siècle. Un or invisible, mais plus précieux que tout métal. Grâce à cette mine numérique, l'élite peut prévoir le comportement des foules, influencer les tendances, voire anticiper les révoltes. Le pouvoir ultime, ce n'est plus de posséder les terres ni les banques. C'est de prévoir l'esprit collectif avant même qu'il ne pense. Mais une fracture est en train de naître. Une minorité commence à voir. Des chercheurs, des penseurs, des citoyens curieux qui percent le brouillard, qui décodent les symboles, qui relient les fils. C'est là que tout change. L'élite ne craint pas les pauvres. Elle craint les conscients. Car le pouvoir repose sur un seul pilier, le consentement collectif. Le jour où assez de gens cesseront d'y croire, le mirage s'effondrera. Et peut-être que ce jour-là, le monde redécouvrira une vérité que les anciens savaient déjà. Aucun roi ne règne seul. Il règne parce que les autres se prosternent. Tout au long de l'histoire, les élites ont changé de visage, mais jamais de nature. Elles ont compris que le vrai pouvoir ne s'affiche pas. Il s'insinue. Elles ont troqué les trônes contre des sièges de conseils d'administration, les sceptres contre des actions, les couronnes contre des algorithmes. Et le peuple, hypnotisé par la lumière de ces écrans, a oublié qu'il possédait le nombre, et donc la force. Mais le voile se déchire lentement. Chaque crise, chaque scandale, chaque fuite d'informations rapproche le monde de la révélation finale. Le pouvoir n'est pas un privilège. C'est une illusion partagée. Les élites ne sont pas immortelles. Elles ne sont pas des dieux. Elles ne possèdent qu'une seule arme, le secret. Et le secret ne survit que tant qu'il n'est pas compris. Alors pose-toi cette question. Si tu avais su tout cela depuis le début, aurais-tu encore joué leur jeu? Voilà. Si tu es encore là, c'est que tu as ressenti, au fond de toi, le poids et la profondeur de cette histoire. Tu as tenu jusqu'à la fin de ce voyage. Un voyage à travers le temps, les familles, les symboles et les secrets les mieux gardés du monde moderne. Et peut-être qu'à présent, une partie de toi commence à voir le monde différemment. Tu réalises que rien n'est réellement laissé au hasard. Que derrière chaque crise, chaque figure politique, chaque nouvelle révolution technologique, il y a un fil, souvent invisible, mais bien réel, que d'autres tirent depuis des siècles. Mais n'oublie jamais. Comprendre le système, c'est déjà commencer à s'en libérer. Car la vraie force ne se trouve pas dans la richesse ni le pouvoir. Elle se trouve dans la conscience. Et ceux qui ouvrent les yeux ne sont jamais esclaves, même dans un monde de chaînes invisibles. Alors, merci à toi.
Merci d'avoir écouté, d'avoir réfléchi, d'avoir eu le courage d'aller au bout. Merci à ceux qui partagent ces récits, à ceux qui refusent de se contenter des versions officielles. Tu fais partie de cette minorité qui questionne, cherche et comprend. Et c'est là que commence le vrai changement. Si ce récit t'a parlé, soutiens cette quête de vérité. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer. Et laisse un like, un commentaire, même une simple phrase, pour dire ce que tu ressens. Parce qu'ensemble, nous faisons circuler la lumière dans les zones d'ombre. Et c'est peut-être ça, le plus grand secret des élites. Le pouvoir n'appartient qu'à ceux qui savent, mais il finit toujours par revenir à ceux qui comprennent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de ton esprit, garde ton regard éveillé, et souviens-toi, les vérités qu'il cache ne sont effrayantes que tant qu'on ne les comprend pas.